il y a un problème avec Sifu. Le jeu est maintenant sorti il y a quelques jours. Mais, depuis plusieurs semaines, différentes observatrices tentaient de pointer certaines questions que soulevait l'approche du jeu. Celui-ci, entièrement produit en France, se déroule en Chine, promettant de présenter la tradition des arts martiaux. Bref, il se fait presque passer pour un jeu chinois. Et elles essayaient de souligner ce qu'il pouvait y avoir d'exotisant, d'orientaliste, d'appropriation culturelle dans le regard d'un tel jeu. Une critique qui fut, évidemment, accueillie avec intérêt énuant « Ah non, du harcèlement massif de la part des gamers ». Mais au moins, ça venait des classiques commus du Gamergate, 4chan, Kotiku in Action et... Oh, le harcèlement partait directement du Reddit et du Discord du jeu ? Bon, les devs devaient au moins sembler respectueux. Attendez, le patron de la boîte, Pierre Jacquin de Margerie, c'est un fils d'eux qui utilisait un avatar Kim Jong-un sur leur propre site. Cela dit, les développeurs n'étaient probablement pas au courant des faits. Oh, mais quand j'ai parlé de la situation sur Twitter, un compte mystérieux qui reprend la blague de Kim Jong-un est venu répondre à un truc à côté de la plaque, et parmi les likes, on retrouvait mystérieusement un environnement artiste de chez Slowclap, un autre artiste de l'industrie française, et littéralement le senior creative manager d'Amplitude qui n'avait pas été sur Twitter depuis plusieurs mois. Eh ben... Et encore, je vous ai pas parlé du press kit. Depuis le Gamergate, certains ont tenté d'apprendre les leçons, de défendre les voix des minorités dans le jeu vidéo. Seulement, la façon dont ils choisissent quand les défendre et quand scroller un peu plus loin sur Twitter, c'est toujours un processus assez mystérieux. Et quand des voix jusqu'à Rami Ismail ont repris ces critiques, on ne peut plus faire semblant de ne pas en avoir entendu parler. Le silence en France autour des critiques de Sifu, et du harcèlement de ces critiques, sous l'œil bienveillant des devs, c'est un silence qui commence à être sacrément gênant. Dans sa review de Sifu, Ki-Hun Chen écrivait « Moi aussi, j'aime ces bons jeux, chaleureux. Le problème, cela dit, quand on réduit Sifu uniquement à ses mécaniques et à ses systèmes, c'est que la critique d'une perspective socio-économique ou culturelle a longtemps été négligée. Je pense que c'est tout sauf un hasard. C'est contre l'un de ses précédents articles que s'est lancée la première vague de harcèlement. Un article qui ne disait rien de plus que « La team de Sifu, c'est une bande de Parisiens qui ont même pas su trouver un consultant en arts martiaux qui soit pas blanc. » Non, genre vraiment. Yel concluait même que ça l'avait dérangé un peu, mais qu'elle attendait tout de même pas mal le jeu. Si les mecs blancs sont si défensifs quand il s'agit de parler de cet aspect socio-économique, c'est justement parce qu'ils ont tout à gagner à le faire oublier, à se faire passer pour potentiellement chinois, tout en vendant cette culture chinoise neutralisée, assainie pour être consommée en masse. Ils savent aussi que les connaissances au sujet de l'appropriation culturelle, même parmi les progressistes, sont si vagues que les quelques critiques qui émaneront, elles ressembleront à de la frustration personnelle, plutôt que la dénonciation de processus précis et violents, qui s'inscrivent eux-mêmes dans des dominations bien plus larges. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je pense qu'il est super important de parler de cette situation. D'une, parce qu'elle est en train d'être complètement ignorée. De deux, parce qu'il est important de redonner du contexte pour mettre en valeur ces critiques. J'ai beaucoup hésité à la faire, cette vidéo. Je pense pas avoir les connaissances pour bien traiter le sujet. J'utilise les bouts de théorie que je connais, que j'ai assez vu discuter pour pouvoir penser les évoquer. Je ne donnerai même pas de définition précise de l'appropriation culturelle. Mon but, c'est plus de donner des pistes, un cadre, du contexte à ces critiques pour montrer leur pertinence et leur importance. Et s'il est pas parfait, j'espère au moins qu'il permettra à d'autres de le critiquer et d'en rétablir un meilleur. Et surtout, que l'on se mette enfin à en avoir quelque chose à foutre. Bon, partons du commencement. Quand on souligne que les devs de Sifu sont blancs, c'est pas pour parler de leur couleur de peau, c'est parce que ça soulève plein de questions intéressantes. Pourquoi est-ce qu'une bande de Parisiens a décidé de se passionner pour le kung-fu, art aussi éloigné que possible de leur culture, au point de se décider à en faire une série de jeux entièrement autour de ça? Je veux dire, ça informe sûrement la création du jeu, et ce qu'il aura à dire. Parce qu'ils recherchaient à ouvrir leurs horizons, en s'imprégnant de la culture. Ils recherchaient, dans la culture asiatique, dans sa différence, son alternité, quelque chose qui les compléterait eux. Dans Black Looks, Race and Representation, Bell Hooks souligne qu'elle voit de plus en plus cette appréciation culturelle se développer dans la jeunesse blanche,
qui y voit une preuve d'ouverture culturelle et de fin du racisme. Elle prend l'exemple des Américains blancs qui vont passer quelques années à l'étranger puis rentrent au bercail, ou ceux d'étudiants qui se donnent le défi de coucher avec différentes femmes de couleur comme rite de passage. Dans les deux cas, on ne s'intéresse pas à l'autre pour lui, mais pour ce qu'il peut nous apporter. On cherche comment il peut nous compléter, à se l'approprier, à manger l'autre dans ces termes. Cette passion pour les cultures subalternes et ce qu'elles peuvent nous apporter ne date pas d'hier. Elle n'a pas disparu pendant la colonisation, puis a ressurgi après. C'est tout sauf une preuve que le racisme s'est fini. Au contraire, c'est même pendant la colonisation qu'elle s'est le plus développée, avec la création dans beaucoup d'universités de recherches spécifiquement dévouées à ça. Un champ de recherche qui s'appelait l'orientalisme. Dans le livre du même nom, Edward Said décrit longuement cette histoire, et comment elle a soutenu le pouvoir colonial. Il montre comment on y étudiait les cultures orientales pour prouver qu'on connaissait celles-ci mieux que l'Orient lui-même, et qu'on était donc légitime pour le gouverner. Une idée centrale se développe, que l'Occident des Lumières et de la raison peut utiliser cette raison pour faire une synthèse entre Occident et Orient. Ce fantasme de la synthèse est le fantasme colonisateur et impérialiste. Voilà qui répond un peu à ce mystérieux Woke Junsun. Oui, les Occidentaux se sont déjà intéressés à la culture bédouine, et non, ça n'annonçait en général pas grand-chose de bon. C'est de là qu'on hérite ce fantasme de l'union de l'Orient et de l'Occident, reproduit aujourd'hui à l'échelle individuelle en consommant l'autre, pour sortir de la tristesse de notre petite existence blanche. Maintenant, quelles conséquences est-ce que cette appropriation va avoir sur ces cultures et ces populations ? Sur Twitter, Suchi Jiang, auteurice notamment de Lion Killer et sur Signs of the Sojourner, et contributeurice sur Kotaku, a posté plusieurs réflexions qui m'intéressent beaucoup. J'espère ne pas lui apporter plus de harcèlement, donc je mettrai juste un lien vers son taf dans la description. L'un de ces threads soulignait comme Bruce Lee ou Jet Li ont été longtemps moqués pour leur utilisation des arts martiaux. Et, une fois que ceux-ci étaient devenus cool, ont dû ensuite se battre pour ne pas laisser l'industrie hollywoodienne les exploiter économiquement. Dans un autre tweet, Yale écrivait « Je me rappelle quand je ne ramenais aucun charme chinois à l'école, parce qu'on se moquerait de moi. Je ne mettais jamais le diamant rouge sur ma porte, parce que j'avais peur que mon appartement soit ciblé par des racistes. Et voilà que Sifu utilise cache des ornements chinois pour son marketing. » Ces deux tweets résument extrêmement bien une situation beaucoup plus complexe. Le traitement du kung-fu exemplifie un des mécanismes centraux dans le traitement des cultures subalternes par le capitalisme. Elles sont ridiculisées jusqu'au jour où elles sont soudainement promues par des blancs, et soudainement appréciées. Sauf que là, non seulement tous les profits vont à ces blancs, mais c'est également eux qui ont la parole unique au sujet de ces cultures. C'est un mécanisme que la vidéo de CCK Philosophie sur la world music expose très bien. Un peu plus loin dans Black Looks, Bell Hooks écrit « Actuellement, la marchandisation de la différence promeut des paradigmes de consommation où, quelle que soit la différence que l'autre habite, celle-ci est éradiquée, par un cannibalisme consommateur qui non seulement déplace l'autre, mais surtout dénie la portée de l'histoire de l'autre par un processus de décontextualisation. » Ce que la célèbre théoricienne noire américaine décrit ici, c'est que ces cultures sont marchandisées, dans le sens le plus marxiste du terme, et qu'elles ne deviennent acceptables qu'une fois marchandisées. Quand Marx parle de marchandisation, il ne parle pas que du fait d'être vendu. Il décrit surtout comment un produit est transformé en marchandise, en étant arraché de son contexte de création, de production. C'est exactement ce qu'on voit avec le kung-fu. C'est un art martial très ancré dans l'histoire, dans la philosophie chinoise, qui est toujours un enjeu politique extrêmement important là-bas. Mais il ne devient acceptable qu'une fois qu'il est totalement coupé de ce contexte, et reformulé, marchandisé chez Hollywood, puis chez Slow Clap. De la même façon, les ornements qu'évoque Suchi Jiang ne sont acceptables qu'une fois marchandisés. Ce que vend Sifu, c'est également ce kung-fu marchandisé, complètement extrait de tout son contexte. Comme le montre Ki-Hun Chen, il est réduit à une esthétique. On changerait le skin, c'est que ça pourrait être un film John Wick. Mais Bell Hooks rajoute que ce processus annule
toute la portée de l'histoire de l'autre. Tout ce que ces éléments culturels peuvent signifier, pour celles à qui elle appartient à la base, est nié, évincé. Et c'est justement ça que les gens apprécient. C'est une culture neutralisée, vidée de tout le danger d'appartenir à quelqu'un d'autre. C'est pas spécialement violent quand c'est notre culture française, ça nous fait rire, parce que cela ne présente pas spécialement de menace pour nous. Quand cette culture est le lien entre des personnes violemment marginalisées, voire un lieu de résistance, et qu'elle se retrouve réduite à un assaisonnement, c'est une toute autre histoire. C'est également un processus essentialisant. Plutôt que de montrer la naissance et l'évolution des arts martiaux comme le résultat de plein d'événements culturels, politiques, sociaux en Asie, ce sont des éléments d'une longue tradition intemporelle qu'on peut extraire pour représenter la Chine et les Chinois avec un grand C. Ironiquement, oui, c'est un mécanisme raciste, au sens propre du terme. La colère exprimée est donc non seulement compréhensible, mais légitime, importante. Les ornements de Sichujiang seront toujours autant source d'attaque lorsqu'elle les portera. Ils ne sont acceptables qu'une fois qu'ils sont complètement séparés de toute leur histoire en Asie, transférés de leur contexte d'origine vers un système d'équivalence universelle. Bref, marchandisés. Et c'est la même chose pour Sifu. On n'a rien fait contre le racisme, mais on a vendu des bibelots. Surtout, on a dilué toute la portée d'une culture qui a encore sacrément du sens pour beaucoup de gens, surtout vu ce qu'elles prennent à longueur de journée. On a dénié toutes les façons dont celles-ci pouvaient leur permettre de prendre leur voix. Et c'est quelque chose que l'on voit se dérouler en direct avec Sifu. La team de Slow Clap est invitée partout pour parler de son jeu. Une reconnaissance à la fois médiatique et institutionnelle, pour présenter cette vision du kung-fu neutralisé, essentialisé à une Chine traditionnelle. Pendant ce temps, celles pour qui le kung-fu fait partie d'une culture vivante, qui peuvent parler de son histoire récente et des nombreux enjeux qui la façonnent, de comment elle est liée aux cultures asiatiques et notamment à sa diaspora, elles sont silenciées ultra violemment. Pierre Jacquin de Margerie ne s'achète pas que le droit de créer un jeu. Il s'octroie le droit d'avoir la voix unique sur cette culture. Lui, sa team de mecs blancs qui soutiennent des conditions de travail déjà bien réputées pour être merdiques, et sa communauté tout droit sortie du 18-25. Bref, derrière l'idée d'appropriation culturelle se cache un ensemble de violences économiques et culturelles beaucoup plus larges. Il n'y en a aucune qui permet de vraiment dire « Sifu c'est bien, Sifu c'est mal », et c'est peut-être pour ça que beaucoup refusent de prendre parti. La petite place qu'on a accordée aux minorités, c'est celle de pouvoir dénoncer du sexisme, du racisme un peu trop méchant, pour délimiter clairement quels sont les jeux problématiques et lesquels ne le sont pas. Justement, ce processus d'appropriation culturelle, il dépasse cette catégorisation. La seule façon de voir son importance, c'est de le replacer dans un contexte plus large d'impérialisme culturel dans un monde post-colonial, qui dépasse de loin Sifu. Ce n'est ni une histoire de l'interdire, de le boycotter ou même de refuser d'y jouer, ça ne changera rien à cette situation. C'est une histoire d'exprimer ce que ce genre d'œuvre peut représenter quand on est du mauvais côté de ces dominations, d'attirer l'attention sur celles-ci, et comment elles informent le jeu et son appréciation, pour essayer derrière de faire bouger cette situation en fond. C'est aussi la seule façon d'expliquer pourquoi la marchandisation de la culture, elle nous gêne pas trop en tant que Français, mais elle est si violente pour des cultures subalternes. Pourquoi elle est toujours à l'avantage des Blancs. Seulement, c'est aussi ce qui représente une menace du point de vue des gentilles sphères du jeu vidéo. Cette critique, qui vient des minorités, ne se limite plus à conseiller quel jeu acheter ou pas, à déconstruire des biais et à remettre les gens dans le droit chemin. Elle force à voir une situation de domination plus large, et à comprendre comment toute notre création se construit inévitablement en rapport à celle-ci. Elle nous force à voir notre position dans tout ça. C'est pour ça que Sifu tient autant à ce qu'on ne questionne pas le contexte de son développement, à ce qu'on le juge sur le produit final. Bref, à ce qu'on le juge comme une pure marchandise, complètement extraite de son processus de production. Parce que cette marchandisation de la culture est toujours à l'avantage des Blancs, et que pour questionner cette hégémonie, il faut briser cette illusion. Aussi, tout ça n'est pas automatique.
Bien sûr qu'on peut considérer les cultures autrement que via ce prisme de la marchandise. Dans son article sur Sifu, Ki-Hoon Chen souligne que Shadowrun Hong Kong évite tous ces écueils. C'est pour ça que les réponses qui essayent de réduire ça à des reproches aux développeurs, ou de dire « mais du coup, les blancs ont plus le droit de faire des jeux sur d'autres cultures », sont absurdes. On parle de comment ça se recoupe avec la situation derrière. On le voit encore et encore, si on évoque que le fait que les devs de Sifu sont blancs, c'est toujours pour pointer du doigt les conditions dans lesquelles il a été créé. Il suffit de lire 3 lignes pour bien voir qu'on ne reproche pas aux devs leur couleur de peau. Pourquoi une bande de Français s'intéresse-t-elle à un pan de la culture asiatique ? Qu'est-ce qui est changé ? Qu'est-ce qui est perdu quand ils essayent de la reproduire à plusieurs milliers de kilomètres et loin de tout contact avec cette origine ? Quelles conséquences est-ce que ça a dans notre société capitaliste et impérialiste, où des populations minorisées ont comme lien et comme voix cette culture ? Si vous n'êtes pas forcément d'accord avec les pistes de réponse que j'essaye de donner, c'est évident que ces questions ne sont pas anodines et informent de plein de façons le produit final. Ces attaques, dès qu'on essaye d'aller chercher les dynamiques qui influencent la production des jeux vidéo, sont ni plus ni moins que de l'obscurantisme. On ne critique pas l'analyse, on refuse qu'elle se forme. Cela dit, cette opposition entre questionner les méthodes de production ou juger uniquement sur le produit final, elle se retrouve bien plus loin que dans les attaques des gamers. C'est encore un rituel qui traverse toute la presse jeux vidéo. Au moment de la sortie d'un jeu, toutes les questions de contexte se taisent, et on teste le produit final. Au mieux, au fil des années, on a réussi à négocier un encadré mentionnant des conditions de production trop inhumaines, mais c'est justement contourner le problème. On continue toujours d'évincer complètement tout contexte culturel, économique, politique, pour se concentrer sur le test pur. On considère toujours le jeu comme une pure marchandise, au moment de la critique. Cette approche, elle est au final unique aux jeux vidéo. Dans tous les autres arts, l'évolution des formes, des styles, elle suit des histoires, des volontés artistiques, des grands idéaux. Dans le jeu vidéo, on se demande encore comment faire un bon jeu dans l'absolu. On refuse catégoriquement de le traiter comme un objet culturel. C'est cette vision qui fait fleurir des dizaines de fois la même chaîne YouTube sur le game design tenue par un mec blanc qui répète toutes les décisions de design d'un jeu en disant que c'est comme ça qu'on fait un bon jeu. Bien sûr, d'autres choses existent. C'est une division qui se répète aussi dans les game studies. Pendant longtemps, on y parlait d'un débat ludologie versus narratologie, entre les universitaires accordant une priorité absolue aux règles et mécaniques du jeu, et celles accordant de l'importance à leur narration et leur contexte. On retrouve dans la ludologie cette approche du produit final, qui clôt toute analyse de la production et du propos du jeu, de son contexte. Surprise, surprise, Emma Vossen montre dans sa thèse que c'est principalement les ludologues, qui étaient, sur beaucoup de points comme un boys club, qui ont émis l'idée qu'il y avait un débat, et qui ont utilisé le terme narratologue pour désigner leurs ennemis, souvent des femmes, et lancer des attaques, parfois pas loin du harcèlement. Bref, on a accordé aux minorités une petite place, en leur accordant de dénoncer le sexisme, le racisme quand il est trop flagrant. Mais on s'est accroché à la vision du jeu vidéo comme une pure marchandise, extrêmement spécifique à cet instant du capitalisme, et non comme objet culturel, même quand cette arrivée des minorités a donné l'occasion, a demandé à changer la donne. Il est également temps d'avancer là-dessus, pour comprendre notre propre médium, et pour pouvoir permettre à toutes de parler des enjeux politiques majeurs qui le traversent.